Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette table ronde consacrée à la digitalisation du secteur de l'objet média, création de marketplace et de webshop, lancement de solutions de réalité augmentée, d'interfaces pour connecter objets et textiles, intégration d'intelligence artificielle. Ces tendances qui émergeaient avant l'épidémie de Covid-19 sont-elles accélérées par la crise sanitaire et économique que nous traversons? Avec nos intervenants, nous allons tenter de comprendre et d'analyser les ressorts de cette digitalisation de l'objet média et comment la période que nous traversons pousse notre secteur à s'adapter et à se transformer. Pour en parler avec nous, je suis ravi d'accueillir Sophie Sévenot, directrice marketing du groupe Falkenross, Serge Birecki, président du groupement Les Spécialistes, Boris Brault, PDG de Lexon, et Antoine Aranda, directeur général de la société Obgerama. Bonjour à tous. Pour commencer, je voudrais vous demander à tous comment vous analysez ce mouvement de digitalisation qui traverse notre industrie. On travaille dans un secteur où la rencontre physique a toujours été prépondérante, mais depuis quelques années, depuis quelques temps, les acteurs du marché ont entamé une digitalisation de leur activité, que ce soit dans les relations fournisseurs-distributeurs ou distributeurs-annonceurs. Alors, comment expliquer ce mouvement et qui tire cette tendance? Est-ce plutôt la demande, avec l'arrivée d'une génération plus digitale native chez les acheteurs d'objets médias, ou est-ce que c'est l'offre avec les nouveaux outils et services qui sont proposés par les acteurs de l'objet média? Je vais peut-être commencer par demander ça à Antoine, vous qui êtes en front avec les annonceurs. Comment vous analysez cette tendance? Est-ce que ça vient de vos clients? En fait, ça vient des clients, ça vient des fournisseurs et ça vient des collaborateurs. Je pense qu'il faut voir les trois parties. Ça vient des clients parce que de plus en plus, les clients ont moins de temps pour recevoir des commerciaux dans leur bureau. Ça permet de facilement enchaîner des rendez-vous. Ça permet également de facilement comparer des offres. Ça permet de se faire une idée de l'offre avant de faire son choix. Donc déjà, l'accès à l'information est important. Ça vient des fournisseurs aussi qui veulent multiplier leurs canaux de distribution. Et chaque fois qu'on va multiplier son canal de distribution, il faut faire passer de l'information de son entreprise vers le distributeur, qui lui-même va le refaire descendre vers ses propres clients. Et surtout, là on pourra certainement en débattre, et la pandémie l'a vraiment accéléré, c'est la demande du collaborateur qui veut pouvoir travailler plus rapidement. Donc la digitalisation, c'est pas que du marketing, c'est pas que de l'informatique, mais c'est une capacité à faire passer l'information le plus rapidement possible du fournisseur vers l'annonceur. Et une fois que la commande a été passée par l'annonceur, c'est pouvoir lui faire remonter de l'information. La commande est en cours de préparation, la commande est préparée, la commande est en production et en cours de transport. Donc c'est, je pense, tous ces éléments, et c'est la conjugaison de ces éléments-là qui font que le digital a vraiment explosé dans notre métier. Serge, vous, comment chez les spécialistes vous analysez un petit peu ce mouvement? Alors, je partage. D'abord, merci et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je fais un petit sourire parce que je reçois des petits messages en direct. Donc voilà, je suis là, merci. Un beau sourire. Donc oui, je suis assez d'accord. La synchronicité est importante. Nous, côté fournisseur, effectivement, on a senti cette tendance montante et c'est pour ça qu'on a accéléré aussi, mais on y reviendra plus tard, la digitalisation du groupement Les Spécialistes. C'est évidemment au-delà de tous les aspects un peu marketeux, etc. C'est un vrai gain de productivité. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Antoine. C'est cette capacité à communiquer de l'information rapidement, à communiquer plus rapidement, et au-delà même de la partie front office, c'est-à-dire ce qu'on voit, le site internet, c'est toute la chaîne en fait qui doit être digitalisée, parce qu'un beau site internet c'est super, mais si derrière on a des opérateurs et qu'on multiplie les interventions humaines, en fait on perd en efficacité. Donc effectivement, c'est un gain, c'est aussi une recherche chez les fabricants d'être plus efficaces, de digitaliser la chaîne de communication entre la commande qu'on va pouvoir obtenir du revendeur jusqu'à la fabrication ou à l'assemblage ou à la personnalisation et à l'expédition. Sophie, pareil, chez Falkenross, on y voit aussi un souci d'efficacité économique à travers cette digitalisation. Tout à fait. Je vois absolument qu'il y a un besoin aussi bien, et je comprends tout à fait les commentaires, c'est aussi bien le front office que le back office. Au niveau du front office, c'est la demande d'information de la part de nos clients. C'est aussi, je pense, l'évolution de nos clients. Vous avez un peu mentionné, est-ce que c'est une génération native, digital native, qui grandit. Je pense aussi que tout le monde s'habitue de plus en plus à ce qui est disponible au niveau du B2C.
que en communication consommateur, et nous, notamment dans le textile, nous sommes tous consommateurs aussi bien que collaborateurs, et que nos clients sont de plus en plus habitués à avoir les informations disponibles qu'ils peuvent avoir quand ils achètent en tant que consommateurs. Donc ça a accéléré cela, et aussi bien entendu tout ce qui est back office, tout ce qui est, on va dire, fulfillment, l'information, la chaîne d'information sur les livraisons, sur etc. Ce qui devient sur la disponibilité, bien entendu, etc. Tout ça devient très important. Au niveau marketing, bien entendu, c'est aussi mettre à disposition de nos clients un maximum d'informations par rapport aux produits auxquels ils peuvent accéder. C'est l'important. Donc oui, c'est clair, c'est partout. Boris, vous aussi, cette digitalisation, elle a été tirée un petit peu par vos clients, ou par un souci aussi de gagner en efficacité? Oui, genre, je pense qu'on est tous alignés sur ce constat que aujourd'hui, la digitalisation, c'est plus qu'une véritable tendance, c'est une transformation. Une transformation aujourd'hui dans notre façon d'appréhender nos relations, de travailler, de collaborer ensemble, aussi bien en interne que vers l'externe, vers les clients. On se détache finalement, et on le voit aujourd'hui avec votre version digitale du CTCO, de cette rencontre éphémère dans un salon où nos clients, où nos équipes sont très occupées. Aujourd'hui, grâce au digital et grâce à cette transformation, on obtient beaucoup plus de flexibilité. Et cette flexibilité nous permet de mieux partager l'information avec nos clients, avec des contenus plus riches qu'on doit inventer, qu'on doit mettre à leur disposition. Donc je pense que c'est plus qu'une tendance de fond, c'est vraiment des nouvelles exigences qui s'offrent, qui sont maintenant indispensables dans notre quotidien, et ça nous permet de travailler différemment. Et maintenant, je pense que la mission dans cette transformation, c'est justement d'enrichir les contenus et d'innover dans cette digitalisation. Elle se traduit concrètement, du coup, chez vous, dans vos entreprises, cette digitalisation. Serge, tu vas nous parler probablement de la marketplace, du coup, des spécialistes. Pourquoi avoir choisi ce modèle? C'est là, en fait, la marketplace, c'est une place de marché, hein, c'est un anglicisme, mais bon, c'est une place de marché. Alors, je fais un petit coucou à notre ami à Miami. C'est une place de marché. Et en fait, les spécialistes, la place de marché en ligne qu'on propose aujourd'hui, c'est finalement la transposition de ce qu'on faisait déjà dans le monde physique. C'est-à-dire que, en fait, les spécialistes, c'est un groupement, et on se déplace ensemble, on communique ensemble et on vend ensemble. Et en fait, cette place de marché en ligne, c'est simplement la transposition de ce qu'on faisait physiquement. Et l'intérêt, en fait, et on y viendra un peu plus tard, c'est cette synergie qui permet à chacun, en fait, d'exister grâce à l'autre. D'avoir un site qui va être évidemment très bien référencé parce qu'on a parlé de contenu, et là le contenu va être enrichi par les fabricants eux-mêmes, ce qui fait que nos petits amis, nos petits robots de chez Google, ils vont comprendre que le contenu qu'on est en train de rédiger et qu'on a mis à disposition des clients est un contenu de qualité, et c'est toute cette synergie en fait que nous permet le digital, et notamment cette marketplace qui nous a Enfin, c'était plus qu'une conviction, c'est-à-dire que c'était une certitude, il fallait y aller, et y aller de cette façon, c'était la meilleure façon de le proposer. Et c'est aussi d'autant plus important qu'on voulait pouvoir proposer aux revendeurs finalement une facilité d'accès à toute cette information, parce que quand on est 21 fournisseurs, c'est compliqué, ça fait 21 sites, donc on a tous plein d'onglets ouverts, mais à un moment ça devient compliqué. Et donc ce modèle-là de place de marché permettait aussi de regrouper à un seul endroit tout le contenu que nous pouvions proposer à nos clients. Sophie, comment ça se traduit chez Falkenross, cette digitalisation? Micro coupé. On vous entend pas, Sophie? En tant qu'international, avec un opérateur international, distributeur international, bien entendu, nous voyons qu'il y a des demandes différentes. L'état d'évolution au niveau de cette digitalisation est différente dans différentes parties de l'Europe. L'acceptation client est différente aussi. Donc, nous travaillons vraiment sur des projets pour voir comment apporter
comment nous présenter nos fournisseurs et accéder à nos clients de manière différente, et cela un petit peu par expérience par pays. Nous regardons un nombre de possibilités, bien entendu. En tête de liste, il y a l'évolution de notre offre en ligne, on va dire, l'évolution de plateformes webshop et autres sites pour l'accès de nos clients et pour l'accès des clients de nos clients. De les faire évoluer, de les enrichir, d'ajouter de l'information, de rendre nos produits de plus en plus accessibles en self-service, toute notre offre en self-service, qui devient très important pour les clients. D'autre part, il y a le côté rencontre, un petit peu ce qu'on est en train de faire ici, c'est de trouver des moyens hors Teams et Zoom, etc., que nous utilisons tous maintenant en permanence, mais de créer un univers virtuel qui serait un univers qui nous permettrait de rejoindre nos clients, nos fournisseurs, et d'avoir une plateforme interne un petit peu de rencontres, de présentations, de conférences, et de pouvoir maintenir ces liens. Je pense que ce qui se passe, c'est que même si demain la pandémie est finie, et on espère tous qu'on va y arriver bientôt, je pense que certaines habitudes resteront, et que le retour sur la route à 100% du temps des équipes commerciales, je ne sais pas si ça reviendra complètement un jour, je pense pas. Donc nous évoluons pour créer les outils. Une chose intéressante aussi dans ce que vous dites, c'est la régionalisation, enfin, ou la contextualisation un peu de cette digitalisation. C'est-à-dire, on n'avance pas à la même vitesse en fonction des pays. Tout à fait. On se rencontre. Nous travaillons en Scandinavie, dans les pays nordiques. Il y a absolument aucun frein à la digitalisation dans les pays nordiques. Ils sont très contents d'avoir des contacts au niveau digital. Ils comprennent bien les rencontres digitales, les outils qui sont mis à disposition au niveau digital, et il n'y a absolument aucun problème. Bien entendu, quand on commence à aller dans des pays soit plus sud-européens, en fait, hein, il y a le contact physique est plus important dans beaucoup de cas. La digitalisation est peut-être un petit peu moins avancée. Et quand on va vers les pays plutôt de l'Est, hein, l'Europe centrale, Europe du Sud, là on voit que ça réduit énormément, et que la culture est différente. Donc il y a un aspect culturel important. Boris, vous chez Lexon, du coup, comment ça se traduit aussi concrètement là, cette digitalisation? Je crois que vous avez du coup créé un web shop, que ce soit d'ailleurs sur votre activité B2C comme B2B, et avec des résultats d'ailleurs déjà. Peut-être que vous allez nous en parler. Oui, tout à fait, Florent. Alors récemment, Lexon a été racheté par notre groupe il y a 2 ans, et cette transformation digitale, on est passé d'un site vitrine où les produits étaient présents vers un site marchand, vers ce qu'on tend, je pense tous, à expliquer, des vrais outils digitaux aujourd'hui pour accompagner nos collaborateurs, accompagner nos clients. Le site en lui-même vers le consommateur, on l'a étendu à l'international, on l'a rendu comme un vrai web shop avec toutes les exigences qu'il peut y avoir et que le consommateur a aujourd'hui avec les leaders du marché, donc avec des attentes aussi bien sur la traçabilité, genre le tracking du produit, une satisfaction qui est de plus en plus accrue. Donc encore une fois, des besoins indispensables justement à inventer, à faire et à intégrer par nos équipes. Et puis un site B2B où on arrive, comme je disais, plus vers des outils pour répondre aux besoins avec la complexité de gérer, même en tant que marque, et en n'ayant qu'une seule marque, mais en ayant un catalogue chez Lexon assez important, une complexité à intégrer toutes les différentes, toute la spécificité pour garder le côté humain qu'on a tous envie quand même de sécuriser dans ces outils digitaux, c'est-à-dire
c'est-à-dire l'exigence, encore une fois, que le client ait l'impression d'avoir sa bonne liste de prix par rapport au volume d'affaires qu'il va faire. Et je pense que c'est important dans l'objet publicitaire, on le sait, sur la disponibilité du produit. Et également, nous, puisque c'est des outils qui sont aujourd'hui de plus en plus autonomes, la nécessité également de savoir, une fois que la commande est traitée, que le client qui est fidèle à notre marque est solvable, donc on lui a bien mis son encours et que tout ça peut être processé de manière professionnelle. Je pense que c'est ça la digitalisation, c'est essayer de préserver ce qu'on a tous construit dans nos entreprises, nos valeurs humaines, l'échange de nos équipes avec nos clients, mais en même temps apporter des nouveaux outils et une meilleure interaction et toujours l'impression de faire un travail abouti et de donner envie à la fois à nos équipes et à nos clients de continuer à travailler ensemble. Antoine, vous, comment vous avez du coup digitalisé cette relation un petit peu avec vos clients, avec les annonceurs chez Obgérama? Alors, il y a plusieurs choses que je peux partager. C'est vrai que la digitalisation en tant que telle, la première étape, c'est plutôt le côté je m'approvisionne. C'est-à-dire que faut garder à l'esprit qu'Obgérama, c'est près d'1 million de catalogues papier qui est envoyé sur le marché français tous les ans. C'est un gros déclencheur. C'est un gros déclencheur d'envie qui se concrétise par un achat en ligne. Donc, première étape, c'est le modèle hybride où je fais la promotion de mes articles aussi bien sur la version papier que sur la version en ligne. Donc la version en ligne nécessite d'avoir du contenu et du contenu qui soit un peu unique parce que Google aime bien le contenu unique. Dupliquer le contenu, il a tendance à le punir. Donc on a surtout retravaillé ce contenu de manière à pouvoir mettre en avant le site internet à travers le SEO, en ayant des actions également payantes chez Google qui nous donnent une belle visibilité. Ensuite, la digitalisation, ça continue par capturer correctement l'information chez le fournisseur, comme ce qu'on a dit, et surtout ne pas déshumaniser la relation. C'est que on met en place des outils qui permettent de fluidifier le transfert d'infos, la passation de commandes. Personne n'aime vraiment passer du temps à gratter quelque chose sur un morceau de papier ou envoyer un email. Donc, ce que l'on veut, c'est aller le plus rapidement possible sur la sélection de produits, sur le passage de commandes, sur la validation du bon à tirer. Ce sont des étapes qui peuvent paraître fastidieuses et c'est là où les outils digitaux retirent les frictions et améliorent les relations qu'on peut avoir avec les clients. Donc, un point très important, c'est on ne veut pas déshumaniser, mais d'un autre côté, on veut donner de l'autonomie également à l'utilisateur. Donner de l'autonomie à l'utilisateur et surtout gagner en efficacité en interne en développant toute une série de connexions EDI avec nos fournisseurs de manière à également travailler cette fluidité de l'information et que tout le monde y gagne dans l'activité qu'il doit mener en interne. Ensuite, si j'allais un peu plus loin, parce qu'aujourd'hui je suis venu avec la bannière Obgérama, mais on a une actualité qui est assez intéressante, c'est que la famille Obgérama a grandi. Avec Arthur Magnier, on a créé le groupe Pop Europe et on a rapproché Panda Cola, la place de marché, Obgérama, donc l'acteur que vous connaissez, et également Pépite by Promo Plus. C'est aujourd'hui, on conjugue 3 univers, 3 façons de proposer le produit aussi bien en digital que sur le mode hybride papier. Et là, la digitalisation prend vraiment un sens quand on va rassembler les 3, avoir une place de marché qui met sur une plateforme en relation le client acheteur et le client vendeur, tout en ayant ce mode de fonctionnement traditionnel Obgérama et des boutiques spécialisées proposées par Pépite. La digitalisation ici, ça nous permet de consolider les 3, de ne faire le travail qu'une seule fois et on y gagne en efficacité. Et l'efficacité, on arrive à la replacer vers le client, passant plus de temps à comprendre son projet, à l'aider, à lui trouver des produits innovants et à répondre à des problématiques RSE qui sont celles de nos clients aujourd'hui. Donc, moins on va passer de temps à processer les commandes, plus on va passer du temps à chercher des bons produits qui sont attendus par nos clients. Donc là, c'est l'individualisation du point de contact avec les 3 structures, mais derrière, une structure unique pour gérer les commandes. Une plateforme la plus efficace possible pour gérer les commandes.
Alors, tous ces Et les relations fournisseurs. Ouais, tous ces projets que vous avez implémentés là, chacun dans vos entreprises, c'est des projets souvent de long terme. Néanmoins, il y a la conjoncture qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous avez senti à travers l'année qu'on vient de passer une vraie accélération de cette digitalisation, de cette appétence pour le digital? Chacun, on va peut-être rester avec vous d'abord, Antoine, sur que ce soit au niveau des commandes. Comment s'est passé du coup cette année? Alors, ça a été, je dirais, l'opportunité de déployer l'ensemble des projets qu'on avait dans les cartons depuis plusieurs mois. Et c'est essentiellement au niveau de la production de la commande, donc toute la partie interne, ce qui généralement est caché, ça nous a accéléré ce processus-là. On avait un processus encore assez manuel, semi-manuel d'échange de documents entre différents services. Rien que l'implémentation d'un outil de workflow qui permette de suivre la commande entre son point d'entrée, sa sortie, ça donne de la visibilité en interne, ça donne de la fluidité. Et ça, j'aurais tendance à dire que malgré le contexte actuel, c'est vraiment l'élément positif qu'on va garder parce que ça nous a fait prendre quelques années d'avance. Le projet de marketplace, c'est quelque chose qui est un projet de long terme, mais est-ce que tu as senti une accélération un petit peu de ce mouvement à la faveur de la crise du Covid-19? Absolument. D'abord, on a eu, entre guillemets, grâce à cette crise, une adhésion totale de chacun, puisque tout le monde avait cette nécessité d'être sur Internet. Et donc, c'était important aussi pour nous, le groupement, que tout le monde adhère à ce projet. Et c'était devenu une nécessité pour chacun, puisque certains, malheureusement, n'avaient pas cette capacité à avoir un site Internet un peu performant. Donc, ça nous a donné, en fait, les moyens de le faire et paradoxalement aussi le temps de le faire, parce que c'est beaucoup d'énergie et en fait on a travaillé tous à distance et on a réussi avec un groupe de travail hyper performant et même avec tous les intervenants, parce que j'entendais tout à l'heure Boris qui parlait d'assurance crédit, etc. On a travaillé avec Euler Hermès, on a travaillé avec Lemonway, on a travaillé avec Webhelp, avec des acteurs qui sont des gens qui connaissent bien le digital, qui nous ont accompagnés dans ces projets-là et eux-mêmes avaient ce temps-là et cette énergie pour le faire pendant cette crise qui est malheureusement toujours un peu d'actualité. Donc oui, ça a été un véritable accélérateur. De toute façon, je crois que c'est dans l'histoire de l'industrie en règle générale, il faut une crise pour que les choses se fassent. Il faut une crise il faut être au bord du gouffre pour qu'on réagisse, et ça, c'est dans la nature humaine. Et donc, s'il faut en tirer du positif de tout ça, effectivement, je pense que ça a tiré l'industrie vers le haut. Ça a poussé chacun d'entre nous à aller chercher des ressources qu'il pensait peut-être ne pas avoir, et pour aller se professionnaliser encore un peu le métier, parce qu'on en a besoin. Et je suis heureux de voir que autour de nous, on a des gens qui s'intéressent à ce sujet-là et qui ont mis les moyens en place, parce que moi, je viens de l'industrie de l'imprimerie. Je ne veux pas vous raconter ma vie, mais j'ai vécu le tournant du web to print. Parce qu'en fait, quand j'entends Antoine parler, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Finalement, qu'est-ce que c'est l'objet média? C'est un support pour communiquer imprimé. Et une carte de visite ou un flyer qu'aujourd'hui on imprime tous en ligne. Je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais on n'est plus beaucoup à appeler notre imprimeur au téléphone pour lui demander nos cartes de visite. Tout le monde aujourd'hui va sur Internet, et je pense que c'est un peu la direction qu'on est en train de prendre. Alors oui, il y aura la dimension conseil, il y aura la dimension humaine, etc. Mais je suis un petit peu moins optimiste entre guillemets qu'Antoine sur ce sujet-là. Je pense que le digital va vraiment prendre le pas. J'ai en tête un exemple très simple des libraires il y a une vingtaine d'années qui disaient mais jamais on pourra vendre des livres sur Internet parce que les gens ils veulent du conseil, ils veulent qu'on leur dise ils veulent qu'on leur fasse des recommandations, ils veulent toucher les livres, etc. Bon, je pense que Amazon aujourd'hui, le succès d'Amazon ne se discute plus, et ils ont commencé par là. Donc, et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je pense que vous le savez tous, Amazon est en train d'investir très massivement dans notre industrie. Ils s'y intéressent, et je pense que s'ils viennent, et ils vont venir avec des moyens colossaux, ils vont pas le faire avec des gens au téléphone, ils vont le faire comme ils savent le faire, avec des moyens digitaux. Donc, ne perdons pas, donc restons en alerte, messieurs, dames, et mettons les moyens en place pour lutter contre l'ennemi. Je pense qu'on a les ressources pour le faire, on connaît le métier, mais voilà, encore une fois, c'est un exemple pour moi assez évident du fait que le digital est une nécessité. J'ai d'autres exemples en tête. On parlait un peu des gens hors de nos frontières. Vous connaissez probablement Flyer Alarm, qui est aussi un acteur historique du print en ligne, hein, qui s'est mis à faire du cadeau d'affaires et qui aujourd'hui est devenu, à ma connaissance, le plus gros revendeur en Allemagne. Je pense qu'il plafonne à 30 ou 40 millions d'euros, ce qui commence à être
Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec eux et j'ai discuté avec leur directeur général, Pascal Ritter, qui est un homme brillant. Et je lui ai dit, mais comment tu expliques, combien tu as de vendeurs, comment tu fais pour aller prospecter? Et sa réponse a été extrêmement troublante pour moi parce que ce sont des gens qui n'ont pas de vendeurs. Ils n'ont pas de force commerciale. Ils ont des e-marketeurs. Ils ont des gens qui passent leur journée à aller attraper des leads sur LinkedIn, sur Google, enfin bref, qui savent aller amener les clients, et c'est un entonnoir en fait qu'ils ont créé sans vendeur. Et donc oui, effectivement, il y a la dimension. Et Antoine, je suis un peu provocateur, hein, je suis un peu, mais c'est parce que c'est quelque chose, c'est une conviction profonde pour moi, c'est que je l'ai vécu dans l'industrie du print. Et je pense qu'on prend la même direction. Et quand je vois cette concurrence silencieuse, parce qu'on n'en parle pas de Flyer Alarm, on les connaît pas, en plus ils ont un nom imprononçable, mais ils sont là, ils arrivent, Amazon arrive, ils font pas de bruit, ils ont des ressources, déjà ce sont des digital natives, parce que ce sont des gens qui ont construit tout leur business model sur le digital. Nous, on est en train de se transformer, mais eux ont été créés comme ça. Et donc ils maîtrisent parfaitement tous ces enjeux, et ils arrivent très vite. Donc messieurs, dames, activons-nous, mettons-nous au digital, offrons des services en ligne, et on va y arriver. Sophie, Boris, vous partagez l'analyse de Serge, et est-ce que vous aussi, vous pensez que du coup, ça va mettre un fort coup d'accélérateur et que c'est nécessaire pour notre secteur pour contrer, entre guillemets, ou s'adapter à l'arrivée de ces nouveaux acteurs? Sophie? Absolument, absolument. Je pense que ce que j'entends, je pense aussi qu'il y a énormément, c'est inside out, hein, c'est de l'interne vers l'externe, cette digitalisation. Je pense que ça commence par comprendre l'enjeu en interne, et il faut emmener ses collaborateurs. C'est un trajet, et il faut que les collaborateurs suivent. C'est un changement de mentalité au niveau de nos entreprises, de comment nous allons avoir une interaction avec nos clients, et ça demande un changement de culture jusqu'à un certain niveau. Ça demande de changer. Je crois toujours qu'il y a un besoin pour. Je crois à 100% à la digitalisation, et je connais bien Flyer Alarm, Falkenross étant une société allemande à l'origine, la société mère étant en Allemagne. Nous connaissons très bien Flyer Alarm, et je vois très bien comment ils opèrent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis complètement d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec vous. Je me permets de vous attendre. En Allemagne, c'est pas des gens réputés pour être particulièrement modernes dans l'approche du digital. C'est-à-dire que là-bas, il y a encore des coupures d'électricité parce qu'ils ont l'électricité au charbon. Hein. Mais ils sont très en retard. Il y a encore très peu de temps, ils n'avaient pas de carte de crédit, les Allemands. Ils payaient tout en cash. Ils n'aiment pas les cartes. Ils n'aiment toujours pas les cartes de crédit. Ils n'aiment toujours pas les cartes de crédit. Donc en plus, faut se dire que voilà, ce sont des gens qui étaient a priori en retard, mais qui sont en train d'arriver très vite. Ils arrivent très 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 vite. On les connaît bien, ils sont clients en fait. Donc nous les connaissons bien. Mais je pense que c'est inside out. C'est un changement de culture en interne. C'est de comprendre les enjeux en interne, de mettre en place des projets en interne pour pouvoir changer cette culture. Et c'est changer la nature des contacts que nous allons avoir, qui seront encore des contacts en face-to-face, en vis-à-vis, parce que je pense qu'il y en aura toujours. Nous sommes humains, et à un certain niveau, on aime bien, mais je pense que tout à fait que le contexte de ces contacts changera, et deviendront le conseil, deviendront beaucoup plus la recherche d'optimisation de l'offre du client, mais non pas le quotidien. Hein, certainement pas. Ça fait des années qu'on prend pas vraiment de commandes au téléphone de nos jours. Hein, que nous sommes webshop. Je pense à 90% de nos commandes passent par le biais de webshop de toute façon. Mais donc pour moi c'est là. Et oui, est-ce que ça a accéléré? Oui, ça a accéléré dans la mesure où certainement du côté interne, nos collaborateurs sont à la maison, ils sont pas sur la route. Ils ont dû changer la manière dont ils ont l'interaction avec leurs clients. Ils ont dû pousser leurs clients à plus d'interactions en ligne, etc., etc. Donc, je pense que oui, ça a accéléré, et je pense que je suis tout à fait d'accord que c'est une opportunité, en fait. Aussi dur que ça peut l'être pour nous tous, je pense que c'est une opportunité à saisir, et je suis contente de voir que mes confrères ici l'ont saisi. Pareil chez vous, opportunité plus que menace?
Oui, tout à fait. Je pense que je suis d'accord avec le constat de tous les intervenants ici. La crise sanitaire, ça a été pour nous tous, pour nos clients, pour nos sociétés, pour nos collaborateurs, ça a été des restrictions qu'on n'avait pas eu l'habitude de connaître et auxquelles on a dû s'adapter. Et ces restrictions, pour moi, aujourd'hui, ont tiré le meilleur. Comme disait Serge, les gens qui étaient réfractaires à la technologie ont dû s'y mettre. Ils n'avaient plus le choix. Et ils ont été certainement tirés dans chacune des entreprises, dans chacune des équipes, par les gens qui avaient déjà adopté ce format digital et qui ont montré le bénéfice de ces nouveaux outils et qui ont donc pu conserver le business, mais même le développer et montrer toute l'efficacité que les outils existants pouvaient avoir, à quel point on pouvait en créer des nouveaux. On pouvait créer des passerelles, comme évoqué par Antoine, avec plus d'interaction avec nos collaborateurs, avec nos partenaires. Et je pense que cette stratégie digitale, elle est pas que pour croître dans nos marchés, elle a été avant tout pour survivre. Et maintenant, elle va faire partie de nos quotidiens. Et ça va être à nous d'inventer justement les outils de demain pour que ça devienne un réflexe et que ça devienne une nouvelle façon de collaborer. Je pense que finalement, c'est une chance. C'est une chance malgré ces tristes chiffres de la crise, malgré qu'il y ait des secteurs qui ont énormément souffert et qu'on a tous forcément eu parfois des mauvaises nouvelles dans nos entourages. Je pense qu'au final, cette crise nous permettra de nous réinventer et on en tirera tous des bénéfices. En tout cas, c'est le message positif de cette digitalisation entre guillemets forcée. Compris à travers vos premières interventions qu'il y avait un gros travail du coup en back-office, en effet, pour plus d'efficacité grâce aux outils digitaux. Pour ce qui concerne le front, on sait aussi aujourd'hui, Serge a commencé à l'évoquer, on parle de marketing aujourd'hui, le marketing digital, le contenu est roi. Est-ce que vous investissez là aussi et vous accompagnez chacun vos clients sur ce sujet-là avec des webinaires, des livres blancs, des contenus pour les réseaux sociaux? Comment on peut là aussi amener du contenu et accompagner ses clients dans le marketing digital? Alors, je vais peut-être lancer le sujet. Il y a plusieurs types de contenus. Il y a le simple contenu produit qui doit être propre et rassurant pour que l'utilisateur puisse faire son choix. Mais ça, c'est le contenu qui permet de comparer les produits les uns par rapport aux autres. Ce contenu, comme je l'ai dit précédemment, il doit être unique, donc il faut prendre du temps. Et le temps, là, dans ce cas-là, c'est de l'investissement, de manière à le réécrire, de façon un peu technique pour que Google retrouve les informations au bon endroit et qu'il puisse l'indexer et le mettre en avant. Mais au-delà de ça, il y a du contenu qui va créer de l'engagement et auprès des clients. Écrire un article de blog, c'est pas anodin. On veut vraiment faire passer un message, on veut faire passer des éléments qui vont montrer l'innovation du produit, qui vont montrer le côté RSE, qui vont montrer le côté juste un peu fun de l'utilisation. On peut créer du contenu et c'est ce qu'on a fait chez Obgerama il y a quelques mois en lançant un sondage. Un sondage pour venir alimenter ensuite des iconographies qui elles-mêmes vont aider, et ça c'est les retours qu'on a pu avoir de personnes de la communication chez nos clients. Ça les a aidés à convaincre en interne également que l'objet média a de l'intérêt à côté d'une revue de presse, à côté d'un article, à côté d'une publicité, à côté d'un spot télé-radio. On laisse un produit et le fait d'expliquer au travers d'une iconographie, voilà, 60% des personnes qui ont reçu un cadeau d'affaires l'ont conservé plus de 3 ans, c'est quelque chose de marquant. Et comme on veut marquer on veut marquer l'esprit avec le produit, c'est tout à fait l'opportunité de l'expliquer. Donc, des webinars, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de prouver que c'est un intérêt. Là, on a près d'une centaine de personnes qui nous suivent. Donc oui, continuons à le faire. Peut-être même qu'on peut penser à des formats où on va s'axer sur le produit, on va s'axer sur le service, on va s'axer sur des thématiques et des problématiques qui aujourd'hui sont rencontrées
par les annonceurs. Le livre blanc a tout à fait de l'intérêt. Je pense que dans quelques mois, vous en découvrirez un sur lequel on est en train de travailler, un guide ultime, qui également peut ouvrir les chakras auprès de nos clients et lui donner suffisamment d'éléments pour commencer à comprendre quel est le monde de l'objet personnalisé, qui pour certains annonceurs, ça reste juste un stylo ou peut-être un t-shirt, une casquette, quelque chose qui s'échange pendant un salon, mais on peut aller beaucoup plus loin, on peut aller au-delà de ces simples outils qui ont été utilisés et vendus depuis des années. Chez Falcon Ross, pour la strate, évidemment fournisseur, est-ce que là aussi vous investissez sur ce segment de marketing digital pour accompagner vos clients et leur permettre aussi à leur tour de convaincre les annonceurs? C'est tout à fait un axe sur lequel on se penche. Il faut dire qu'énormément, vu que nous sommes distributeurs multimarques, énormément du contenu produit à proprement parler est créé par nos fournisseurs et par nos marques. On est dans le textile, on approche le côté fashion, etc., qui sont des côtés où il peut y avoir plus d'émotion. Où il est plus facile de mettre de l'émotion. Nos marques sont les mieux placées très souvent pour communiquer cette émotion et pour maintenir leurs images de marque et pour nous aider, nous, à vendre leurs produits. Donc, notre focus de ce côté-là est surtout de voir comment nous pouvons faciliter le partage de ce contenu qui est créé par nos marques. Aussi bien sur je vais parler de plateformes traditionnelles qui ne le sont pas, mais qui le sont devenues, qui sont les plateformes des réseaux sociaux. Hein, comment partager ce contenu, comment l'enrichir comme nous pouvons. Mais en plus de ça, comment mettre ce contenu à disposition de nos clients et comment diversifier la diffusion de ce contenu, donc par le biais de webinaires, de présentations en ligne, d'environnements dans lesquels ce contenu, d'environnement propre chez nous, dans lequel nous pouvons présenter ce contenu. Donc c'est tout à fait ça. En tant vraiment que distributeur de produits non marqués, hein, voilà, c'est notre rôle. C'est de donner envie, hein, hormis le besoin primaire, et c'est aussi le plus possible créer la demande auprès du client final, parce qu'en fait nous parlons nous à nos clients, mais la demande d'un produit peut venir du client final. Donc comment pouvons-nous communiquer ce contenu et atteindre le client final pour créer cette demande. Donc oui, c'est tout à fait quelque chose qui fait partie, mais nous, c'est plutôt comment diffuser du contenu qui existe déjà, au-delà même de créer notre propre contenu. Oui, en parallèle du lancement de la marketplace, est-ce que tu investis avec ton groupement sur du marketing digital, du contenu? Alors ça, effectivement, c'est le deuxième étage de la fusée. C'est-à-dire que déjà, c'est d'avoir des bons fondamentaux et un site qui tient la route. Et en fait, ce que dit Sophie, et on vit le même sujet, mais j'irais même au-delà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est même plus d'avoir du contenu, parce qu'aujourd'hui, c'est trouver des gens qui savent le rédiger, et quand on travaille avec des fabricants qui connaissent leurs produits, ils fournissent le contenu. La difficulté, en fait, c'est de faire connaître ce contenu. Et il y a tellement de plateformes maintenant, et on ne sait même plus laquelle adresser, parce que ça a été Facebook, mais maintenant Facebook c'est has-been, puis c'est devenu Instagram, et Instagram c'est compliqué. Alors maintenant il faut être sur TikTok, et puis il faut danser sur TikTok, parce que sinon vous avez que quelques secondes pour vous faire connaître. Donc au-delà du contenu, c'est comment on arrive à faire que ce contenu arrive à la bonne personne au bon moment. Parce que vous pouvez en rédiger des livres blancs, vous pouvez faire plein de choses super intéressantes, et vous allez passer du temps à le faire, mais si vous êtes incapable de le faire connaître et de le diffuser à la bonne personne au bon moment, c'est perdu. Et tout ce travail que vous aurez fourni, finalement, ne servira pas à grand-chose. Donc nous, aujourd'hui, on a la chance, entre guillemets, dans un métier où on identifie clairement nos clients, on les connaît. Alors je parle des revendeurs, puisqu'on sait à qui s'adresser. Je pense que pour des distributeurs, ça doit être encore plus compliqué, parce que vous avez forcément ce contenu des fabricants, mais votre sujet, c'est d'arriver à le faire connaître. Et là, je vous souhaite bonne chance, parce que franchement, c'est un travail compliqué, chronophage, et en plus qui est extrêmement. Antoine, justement. Et au-delà de ça, c'est des nouveaux métiers. C'est-à-dire que dans notre industrie aujourd'hui, on a des fabricants, on a des commerçants, on a des gens qui connaissent bien le métier, mais on a peu de gens qui connaissent finalement très bien le digital. Donc on doit trouver ces ressources. Il faut les faire venir chez nous. C'est compliqué de trouver des gens, de séduire cette population de 25 ans qui est née avec ça, qui connaît très bien les enjeux, mais qui va falloir attirer chez nous.
parce qu'en plus, ils veulent évidemment des salaires de ministres, évidemment, ils sont très bien payés. Et nous, on est dans des métiers où on est tous, on connaît un peu les enjeux de notre métier. Donc, le contenu est un sujet, effectivement, mais je pense que c'est presque un combat d'arrière-garde aujourd'hui dans notre industrie. C'est plutôt comment le diffuser. Boris, là aussi, vous partagez, est-ce que c'est plus que le contenu, c'est cette diffusion au bon endroit, à la bonne personne, qui est l'élément clé là, en termes de marketing? Oui, tout à fait. Je pense que même si le contenu est de qualité et qu'il y a une exigence de plus en plus accrue, le casse-tête derrière, c'est justement de diffuser ce contenu et pas de le diffuser forcément de manière massive, mais de manière ciblée, avec un vrai retour sur investissement. Aujourd'hui, plus que jamais, genre la pub digitale, en tout cas, est de plus en plus onéreuse. Donc, toute la problématique, même si nous, on n'est pas distributeur, on est une marque, c'est justement de capter une audience et une audience qu'on arrive à convertir. Et pour ça, il faut la qualifier. Alors, il y a on recrute des nouvelles personnes, des nouveaux collaborateurs qui prennent ces missions, découvrent en quelque sorte avec nous, sur lequel on investit, on y va à tâtons, on regarde quelle est la rentabilité de telle et telle campagne, on va chercher, grâce à nos pages sur les plateformes digitales, on va chercher nos marques concurrentes, on va faire des campagnes de lookalike, donc les gens qui aiment telle marque doivent forcément aimer la nôtre, etc. Et tout. Donc on se découvre, et c'est ce qu'on fait nous au quotidien de plus en plus. On essaie de vraiment créer avec ces outils digitaux de plus en plus d'audience, et on s'aperçoit que finalement même que forcément il faut s'organiser autour de ça, et que les exigences sont de plus en plus hautes de nos clients. Parce que je rappelle également que quand qu'on soit distributeur ou qu'on soit une marque, aujourd'hui, le client qui va sélectionner le produit, qui va décider de l'acheter chez nous, va regarder les avis des consommateurs. Serge parlait tout à l'heure, je crois, des avis sur les livres, et avant on allait chercher chez son libraire et on l'écoutait. Aujourd'hui, c'est un bouquin comme un produit est naze. Vous avez des dizaines de personnes qui s'acharnent sur le produit, et donc du coup, le produit sur les plateformes digitales peut être mort-né. Il n'y a plus aucun client qui va faire confiance à ce produit-là. Donc il faut modérer également les avis, savoir les nettoyer, et ça demande à des nouvelles équipes, à des nouvelles embauches justement de bien modérer, pas forcément effacer l'avis, mais apporter des réponses. Et je pense que c'est toutes les missions qu'on découvre de plus en plus, qui ont été accélérées par cette pandémie, mais qui sont nécessaires, indispensables à nos métiers de demain. Et je pense que c'est magnifique d'avoir ça devant nous, parce que c'est des nouveaux goals pour nous tous, mais c'est pas facile à appréhender. Je pense que c'est vraiment quelque chose, qu'on doit maîtriser de mieux en mieux dans chacune de nos entreprises, que chacun de nos collaborateurs ne peut plus aujourd'hui mettre sur le côté et doit prendre comme nouvelle mission au quotidien. Ça répondra à une des questions qui nous a été posée là dans le chat, mais on comprend à travers vos interventions, et notamment quand vous parlez de nouveaux profils, qu'il faut pas finalement, dans cette digitalisation, qu'il faut pas lésiner sur les moyens. Si on veut arriver à se transformer, il faut investir. Antoine? Ouais, il faut investir dans le contenu, il faut investir dans des personnes qui vont en permanence penser que le client c'est le centre de tout. Le client, il faut le servir pour qu'il soit toujours promoteur. Et là, je vais rebondir sur ce que disait Boris. Un avis, il est hyper important de répondre à un avis qui a été posté par un client qui pouvait éventuellement exprimer un mécontentement, pour lui répondre, parce que ce que l'on veut, c'est qu'il revienne, mais surtout pour également publier la réponse au vu de tout le monde.
de manière à pas se justifier, mais expliquer, donner le contexte et montrer qu'il y a quelqu'un derrière. Ce que je disais avant, il faut pas qu'il y ait une déshumanisation, pardon. Bien au contraire, on est là pour amplifier nos messages grâce à cette digitalisation. Donc il faut savoir utiliser l'outil. Si on n'arrive pas à l'utiliser correctement, il peut se retourner contre nous. Arriver à créer du contenu qui soit original, arriver à enregistrer de la donnée. Et là, je reprends ce qui a été dit précédemment, c'est le lookalike, c'est les clients ou les utilisateurs qui ont vu cette marque peuvent être intéressés par celle-ci. Comment on va les capter, comment on va analyser et utiliser cette donnée pour arriver à faire du marketing chirurgical. Je pense que ça au niveau d'un service marketing, si je pense, et je peux remonter sur quelques années, si je pense ce à quoi ressemblait un service marketing il y a 20 ans, 25 ans, où tout le monde était penché sur la création de brochures, sur la création de mailing physique, où c'était les pubs et etc. Je pense que le profil maintenant de la majorité des services marketing ou les services marketing communication d'une grande partie des entreprises, et donc y compris les nôtres, sont en train d'évoluer. Je suis tout à fait d'accord. Ce sont des jeunes qui sont nés avec le téléphone à l'oreille, qui sont nés maintenant sur TikTok, en passant par Snapchat et autres, et qui comprennent cet univers et qui sont à même de le gérer en quelque sorte, parce que je suis tout à fait d'accord. Dès qu'on s'ouvre, pour moi, il n'y a rien de pire qu'une page Facebook qui n'est pas ou Instagram ou n'importe quel média social qui n'est pas ouvert à commentaires, parce que dès qu'on ferme, on n'accepte pas et on ne veut pas rentrer en conversation, donc ce n'est pas bon. Mais il faut le gérer. Il faut rentrer en contact. Il faut avoir cette interaction, et c'est une interaction différente de par le passé. Donc ça demande des équipes un petit peu, une évolution des équipes. Je vais faire un droit de suite sur la personne qui nous a posé la question sur les investissements. Il y a une deuxième question qui va sûrement vous faire réagir. Elle dit donc que la digitalisation, elle serait réservée, est-ce qu'elle serait réservée aux structures qui ont de gros moyens, ou est-ce que les petites entreprises ont aussi leur carte à jouer, et quels peuvent être leurs moyens pour jouer dans cette cour? Moi, si je peux me permettre, à moins que Serge veut répondre en premier à cette question-là, mais bon, je t'en prie, je prendrai la suite. Non, mais je trouve que la question, elle est intéressante, et je pense que la réponse, et en tout cas la mienne, serait de dire que bien au contraire. Je pense que quand on est une grande entreprise, c'est beaucoup plus difficile de transformer le mindset de ses équipes, et que la chance que les petites entreprises ont, c'est la rapidité d'exécution, la rapidité de décision, et dans ces exigences, nouvelles exigences qu'on a de digitaliser nos métiers, justement, en étant une toute petite start-up, même en étant seul chez soi, eh ben, on n'a pas besoin de valider, d'avoir des services qui nous accompagnent, de ne pas bousculer ce qui a été fait avant, de garder les précarés qu'il peut y avoir des grandes entreprises où les chantiers digitaux sont monstrueux, et du coup, les investissements, oui, sont lourds, parce que c'est pas tant l'investissement en soi, ça va être le temps de décision de l'investissement et de la transformation de ces grandes entreprises. Donc moi, je trouve qu'aujourd'hui, être une petite structure face à ces nouvelles outils, c'est au contraire une chance de pouvoir prendre la place des gros. Donc voilà. Alors moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Boris. Il n'y a qu'à observer ce qui se passe sur ces startups qui explosent en quelques mois, qui arrivent à des valorisations juste phénoménales, et qui au départ, c'est deux gars dans un garage qui ont fait un site internet, mais qui tenaient la route et qui avaient un service. En fait, ce qui me vient en tête, c'est un peu, vous connaissez tous la fable du bœuf et c'est de la grenouille, où on peut se montrer beaucoup plus gros qu'on le est sur Internet. Parfois, vous tombez sur des sites Internet, vous vous dites, mais c'est quoi cette boîte? Ils sont combien là-dedans? Et quand vous creusez un peu, vous apercevez que le capital social est de 1 000 € et que les mecs, ils sont deux.
Mais en fait, il y a deux choses qui me viennent en tête. C'est l'agilité, c'est-à-dire que même si vous êtes petit, et Boris a tout à fait raison, ça vous permet d'être très rapide, de prendre des décisions, et c'est l'une des clés, c'est d'être rapide et efficace. Le second sujet, c'est le ROI, et Boris en a parlé aussi, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ces outils digitaux, vous pouvez rapidement savoir si ce que vous faites, ça marche, si le rendement est là. Alors qu'avant, il fallait du temps, vous deviez développer un produit, le faire connaître, vous deviez dépenser des centaines de milliers d'euros en communication à la télé, en 4x3, etc. Et peut-être qu'un jour, vous avez une idée de ce que ça vous a. Et encore, c'est un peu doigt mouillé, hein, parce que je pense que tout ce que vous pouvez obtenir comme ROI là-dessus, on sait tous que c'est un peu pipé. Donc aujourd'hui, le digital, ça permet ça. Et donc, moi, j'ai encore discuté hier avec un petit revendeur qui a monté une boutique en ligne, peut-être qu'il nous regarde d'ailleurs, qui a monté une boutique en ligne en quelques semaines sur Internet, avec un concept plutôt innovant, plutôt intéressant. Il s'est formé pour pas cher également, avec une agence qui fait ça très bien, que je connais aussi. Alors, je ne fais pas de publicité, mais je pourrais toujours la recommander pour ceux que ça intéresse après. Et il a en quelques mois fait quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, tout seul. Voilà, il a monté un site qui tient la route. Il a travaillé avec un acteur historique du marché que vous connaissez. Il s'est formé, il s'est mis au gros hacking. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qu'on appelle le piratage, c'est-à-dire on va aller trouver des moyens un petit peu malins d'aller trouver des nouveaux clients, etc. Et bah, il a réussi à faire quelque chose d'assez grandiose qu'il n'aurait pas pu faire s'il n'y avait pas tous ces outils à disposition. Aujourd'hui, il existe plein de solutions clés en main qui sont même parfois gratuites. Non, j'encourage chacun à y aller. En fait, ce qu'il vaut, c'est déverrouiller, faire les bons choix, se renseigner, et je pense que le champ des possibles est évidemment accessible à chacun. Il ne faut pas se limiter, il faut voir grand, même si on est petit, et ça peut fonctionner. Merci, c'est un beau message en plus d'optimisme. J'aurais voulu aborder avec vous une dernière question, mais c'est vrai qu'on a déjà dépassé le temps, donc peut-être rapidement, c'est vrai qu'on voit apparaître aussi tu parlais de start-up, Serge, de jeunes start-up qui arrivent sur notre marché aussi de l'objet pub. Start-up technologique, on pense notamment, je fais un peu de pub à Senzu, qui arrive pour connecter les objets, les textiles médias. Quelles peuvent être les ruptures technologiques encore que vont affronter demain notre secteur de l'objet média. Si vous devez vous projeter, et là rapidement, je vous demande une réponse rapide, quelles vont être demain un petit peu les nouvelles ruptures technologiques de notre marché? Alors, on serait déjà millionnaire, mais... J'avais envie de dire la même chose. Non, là, c'est une question un peu compliquée. Néanmoins, il y a plein de choses qui existent. Je ne pense pas la vraie rupture technologique, on en a parlé, c'est digital. C'est ça le vrai sujet aujourd'hui. C'est pas tant l'offre produit aujourd'hui. Je pense qu'on a des gens qui fabriquent des beaux produits. On a des produits de qualité qui, en plus, avec une exigence vraiment particulière maintenant, parce qu'avec tout ce qu'on nous impose comme norme, ce qui est plutôt positif, ça nous a tous obligés à monter à fournir des produits de qualité. Alors, il y a l'enjeu digital, et puis sur les produits à proprement parler, je pense que l'enjeu, il est aussi économique, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un métier où c'est un sujet, les gens sont pas prêts à dépenser énormément d'argent forcément pour le cadeau ou pour le petit remis qui va être distribué. Donc, c'est un enjeu important aussi, voilà. Donc, j'attends pas, moi, une grosse rupture technologique en termes de produits, quoi qu'il y ait des choses intéressantes. On parle de Senzu, effectivement, mais je parle de ma vie passée. Moi, j'ai vendu beaucoup de WebKey, par exemple. Pour ceux qui connaissent, c'est ce petit module qui permet d'aller se connecter directement à un site internet, qui permet de collecter un petit peu de données, etc. Donc, ça aussi, c'est des choses qui existent depuis un moment, mais qui ont émergé. La Poste offre un service de courrier connecté, par exemple, qui se rapproche un peu de tout ce qu'on fait. Donc, aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont en fait des technologies qui sont déjà matures, qui sont pas très chères, qui sont accessibles à chacun. Mais le vrai sujet, c'est pas tant les produits, c'est vraiment cette faculté à pouvoir les vendre de façon massive sur Internet. Voilà. Mais écoutez, merci. Merci, à moins qu'Antoine veuille rajouter quelques conclusions. Ouais, non, je voulais juste rejoindre ce que disait Serge. Hein, c'est la façon dont on arrive à montrer le produit. Je crois que si on reprend une des premières questions, qui est le fait qu'on est plus proche des clients, c'est il ne peut pas toucher le produit. C'est la vraie rupture technologique qui arrivera, c'est celle qui sera capable de transporter le produit le plus proche possible du client sans qu'il ne le touche. Donc, il y a eu plein d'essais, des balbutiements sur la réalité virtuelle, sur du point and click, sur plein de choses. Mais comment arriver à faire comprendre, toucher l'émotion d'avoir le produit dans les mains sans l'avoir dans les mains?
Là, on aura franchi un pas. Alors nous, on a fait un truc pas mal, Antoine. Ouais, Tu peux regarder sur notre marketplace, hein, lesspécialistes.fr. On a mis en place un showroom virtuel. Et Balmain l'a fait aussi, par exemple, hein, pour ceux qui connaissent. Ça permet quand même de se balader dans un. Alors, on touche pas le produit, mais peut-être que bientôt, avec les petits capteurs là que Neuralink va nous mettre, à notre ami Elon Musk, on pourra les toucher. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des solutions assez intéressantes où on peut se balader dans un environnement. C'est très immersif en plus. Ça permet vraiment de tourner autour du produit, de le voir et puis d'avoir des informations techniques. Donc, Antoine, je t'invite à aller voir notre site, lesspécialistes.fr. On a j'ai vu. Virtuel. C'est C'est une belle initiative. En plus, c'est une boîte française qui développe ça. Et écoute, c'est vraiment pas mal. Voilà. Bien, et ben merci. Moi, c'est à vous remercier tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde. Les échanges ont été très riches. Merci à vous tous aussi qui nous avez suivis. Prochain rendez-vous à 16h avec la présentation de l'étude de marché de la 2FPCO sur l'objet média par le chercheur Florian Escoubès. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Au revoir.